Bonjour, il est 17h30 à Moscou, 16h30 à Paris. Nous sommes le vendredi 8 juillet. Voilà. Et ravi de vous retrouver. Alors, vous voyez, nous sommes trois. Et il y en a un quatrième qui est loin de nous. Je ne sais pas très bien où tu te trouves, en fait. Et dans une capitale du Nord. Mais il est en Russie. Hein, il est Confirme, oui. dans la capitale du Nord. Ah, bon, bah alors je vois où il est. Mais il est en Russie et merci à toi de nous joindre. Avant de commencer, je passerai la parole à Arnaud, mais avant de passer la parole à Arnaud, je voudrais juste dire un petit mot sur notre directrice financière, Eliena, qui va nous quitter bientôt parce qu'elle elle va partir en France et je voulais la remercier pour tout ce qu'elle a fait pendant ces 5 ans avec nous. Elle a fait un travail formidable. On a beaucoup aimé travailler avec Eliena. Elle a été quelqu'un outre très performant, d'être charmante et surtout d'avoir permis d'avoir remis sur les rails notre comptabilité qui partait un peu à volo il y a 5 ans et qui aujourd'hui est auditée. Elle a fait un travail vraiment excellent. Donc, je tiens à remercier Eliena pour tout ce qu'elle a fait durant toutes ces années. Voilà, là, on perd malheureusement notre directrice financière, mais voilà, on lui souhaite bonne chance en France dans ses nouvelles fonctions. Et on sera, bien évidemment, on la reverra encore avec plaisir. Donc, merci à vous, Eliena. Et, euh, et sur ces mots, je vais passer la parole à Arnaud, qui va nous faire un petit point économique et politique avant que voilà, Igor, hein, de l'autre bout du monde, nous fasse un petit point diplomatique. Merci, Président. Bonjour à tous. Je ne remercie pas Pavel qui, systématiquement, avant mes prises de parole, fait des blagues afin de me déconcentrer, mais c'est comme ça. Quelques nouvelles d'économie et de politique. Donc, tout d'abord, le Premier ministre Mishustin qui annonce que son gouvernement travaille à une nouvelle stratégie de développement pour la Russie. Diverses réunions interministérielles sont en cours. Il s'agit évidemment de tenir compte de la nouvelle réalité, de s'adapter et surtout de la codifier dans une perspective de développement. Puisqu'on parle de développement économique, le ministre Reshetnikov, qui relève une amélioration de la conjoncture, en particulier s'agissant de la consommation des ménages, et dans une moindre mesure des importations qui commencent à repartir à la hausse. D'après le ministre russe du développement économique, le principal risque, c'est celui d'une demande faible. Enfin, une nouvelle qui est à la confluence de l'économie et de la diplomatie, ce sont des rumeurs, mais des rumeurs qui sont très crédibles, qui semblent confirmer, selon lesquelles le Canada s'apprêterait à accorder une exemption pour les turbines Siemens du gazoduc Nord Stream 1, turbine dont le retour en Russie était bloqué en raison des sanctions adoptées par le Canada contre Gazprom. Je rappelle que Gazprom n'est pas sanctionné par l'Union européenne, ni d'ailleurs par les États-Unis, seulement par le Canada. Les opérations de maintenance de ces turbines sur le sol canadien étaient rendues, la maintenance a pu avoir lieu, mais le retour était bloqué. Et j'ai entendu que le président Zelensky a demandé au Canada de ne pas le faire. Alors, c'est effectivement un point intéressant. D'abord, on sait que le chancelier Scholz a abordé le sujet lors du sommet du G7 avec son homologue Trudeau, donc pour le convaincre de faire une entorse aux sanctions, en tout cas de délivrer une exemption. Il faut savoir que depuis que ces turbines sont au Canada, le Gazprom, la Russie, a annoncé une réduction et a mis en œuvre surtout une réduction du transit par ce gazoduc qui ne délivre que 40% des volumes habituels. Et donc, c'était un vrai sujet, on en a parlé lors de précédentes séances, puisque la Russie, vous le savez, ne fait plus transiter de gaz par la Pologne à la suite des sanctions polonaises. De façon assez prévisible et logique, la Russie refuse d'accroître le transit via l'Ukraine et les Occidentaux refusent la mise en service du Nord Stream 2. Donc le Nord Stream 1 devient absolument crucial.
et le retour à des niveaux normaux, c'est-à-dire 55 milliards de mètres cubes par an, est tout à fait vital si l'Allemagne et d'autres pays d'ailleurs souhaitent pouvoir se chauffer et surtout faire tourner leur industrie normalement ou presque à partir de l'automne. Donc c'est intéressant comme signal. Effectivement, le président Zelensky, qui jusqu'à présent avait pu compter sur un soutien massif et sans faille du Canada où je le rappelle vit une très importante diaspora ukrainienne, eh bien, a appelé effectivement le Premier ministre Trudeau à ne pas faire cette exemption. Il est probable qu'il n'ait pas gain de cause sur ce sujet. C'est évidemment intéressant pour la Russie parce que c'est un sujet qui permet de montrer un peu la limite des sanctions et de mettre en évidence certaines failles dans ce qui est présenté comme une unité indéfectible derrière l'Ukraine. Quelques mots de politique intérieure. On a appris en début d'après-midi une nouvelle judiciaire significative, même si elle concerne quelqu'un qui, a priori, est assez peu connu, un élu municipal de Moscou, M. Gorinov, qui a été condamné à 7 années de détention, 7 années, pour avoir qualifié en public les événements d'Ukraine de guerre et non pas d'opération militaire spéciale. C'est là aussi un signal extrêmement important adressé aux élus, notamment aux élus municipaux de Moscou, dont certains conseils sont dans l'opposition depuis quelques années et où doivent se tenir en septembre des élections. Avec d'autres personnes sur le même sujet, généralement c'était des amendes de 30, 50 000 roubles. 8 jours de préventive, mais jusqu'à présent, aucune peine ferme et a fortiori de cette ampleur n'avait été prononcée. Autre sujet politique de ces derniers jours, ou plutôt ces dernières heures, on a vu Vladimir Poutine hier s'exprimer devant les lauréats du concours Leader de Russie. Il en a profité pour faire un certain nombre de déclarations sur le Donbass, sur Kaliningrad, sur la nouvelle politique économique russe. On a vu, mais je sais qu'Igor va en reparler, un Vladimir Poutine assez offensif, si j'ose dire, en tout cas confiant dans le sort des armes dans le Donbass et peut-être au-delà. Enfin, toujours Vladimir Poutine, qui a rencontré hier les chefs des groupes parlementaires à la Douma d'État et les responsables de la Chambre basse du Parlement. Voilà, c'est une réunion un petit peu intermédiaire en l'absence d'adresse annuelle au Parlement, adresse annuelle qui pourrait avoir lieu à l'automne, alors qu'on le sait généralement, elle se tient au printemps. Enfin, une dernière nouvelle, Alexandre Bastrikine, qui est le directeur du comité d'enquête, une structure de force qui, comme d'autres responsables russes avant lui, s'est rendu hier dans la région de Kherson, en Ukraine, ce qui illustre ce qu'on a évoqué à de nombreuses reprises lors de nos précédentes séances, à savoir l'intégration rapide de ces territoires au-delà du Donbass dans l'espace politique, économique et sans doute demain judiciaire russe. Voilà, Président. Merci Arnaud. Alors Igor, on nous demande si tu vas visiter la plus belle usine de montres de la planète. Ce sont les usines Raketa, qui sont dirigées par un Français à Moscou, à Saint-Pétersbourg. Et comme Arnaud le dit, c'est à 50 ans, tu n'as pas ta Raketa, tu as foiré ta vie. Tu as raquetté ta vie. À confondre avec le passé simple d'un verbe pétersbourgeois, s'il en est. Alors là, tout le monde ne veut pas te suivre, Pavel. Mais donc, je ne sais pas si tu vas visiter la plus belle usine de montres de la planète, mais qu'as-tu à nous dire sur un plan diplomatique, Igor ? Merci, Président. Bonjour à tous. Je vais d'abord commencer par les réactions de la Russie à l'assassinat de l'ancien Premier ministre du Japon, Shinzo Abe, qui, comme vous le savez peut-être, est décédé cet après-midi des suites de ses blessures par balle ce matin, puisque lors d'un meeting de campagne, il s'est fait tirer dessus par un ancien militaire japonais, un ancien marin.
et il est décédé très rapidement des suites donc, de ces blessures. Le ministère russe des Affaires étrangères a qualifié cet attentat d'acte terroriste, tandis que le Kremlin a condamné dans les termes les plus forts, évidemment, l'assassinat de l'ancien Premier ministre japonais. M. Zelensky a donné une interview à CNN au cours de laquelle il évoque la situation dans le Donbass qu'il qualifie de très difficile. Il est également revenu sur l'agenda euro-atlantique de l'Ukraine et affirmé que, à ce stade, Kiev ne renonçait pas à une hypothétique adhésion à l'OTAN. Mais il a également affirmé ne pas comprendre les tergiversations de l'OTAN pour intégrer l'Ukraine, s'étonner qu'en un claquement de doigts, on accepte la Finlande et la Suède et que l'on rejette l'Ukraine dans la famille sécuritaire euro-atlantique. Vladimir Poutine, dont Arnaud évoquait effectivement l'intervention, s'est effectivement exprimé pour dire que les choses sérieuses n'ont pas encore commencé, en référence à l'opération spéciale en Ukraine. Il a s'est par ailleurs adressé à la partie ukrainienne sans pour autant la citer, en expliquant que plus les combats duraient, plus les hostilités s'étendaient dans le temps, plus il serait difficile de s'entendre sur les modalités de fin de l'opération spéciale, puisque les conditions qui seraient imposées par la Russie seraient évidemment plus dures. Les ministres des Affaires étrangères du G20 se sont réunis à Bali hier et aujourd'hui. M. Lavrov était présent. Il faut savoir que Jakarta a été l'objet de pressions insistantes de la part des Occidentaux pour ne pas accepter la présence de M. Lavrov lors de cette réunion. L'Indonésie a évidemment résisté à ces pressions. Cela dit, M. Lavrov a écourté sa présence au G20. Il n'a en tout cas pas participé au dîner officiel, mais il a assisté aux réunions de travail. Il y a eu également des développements autour de Kaliningrad, puisque la Lituanie campe sur ses positions. Elle ne veut pas entendre parler de compromis de quelque sorte que ce soit sur un hypothétique corridor vert pour laisser transiter par voie terrestre, ferroviaire ou routière les marchandises sanctionnées depuis la Russie vers donc Kaliningrad. On se souvient que la semaine dernière, les Européens se montraient assez confiants sur un compromis pour trouver une issue finalement à cette crise autour de Kaliningrad. Notamment Olaf Scholz qui avait pris des positions très claires en expliquant que finalement les sanctions n'avaient pas lieu de s'appliquer puisqu'on parlait de transit de marchandises d'un territoire russe vers un territoire russe, donc on ne pouvait pas considérer ce transit comme étant du commerce international et que par conséquent, ces marchandises devaient être soustraites au mécanisme de sanctions. La Lituanie ne voit pas les choses du même œil. Elle considère d'une part qu'il faut appliquer les sanctions, toutes les sanctions et rien que les sanctions. Sinon, ce serait fléchir face à la Russie, et que d'autre part, elle considère qu'elle est souveraine sur son territoire et que par conséquent, tout transit sur son territoire dépend quand même aussi de sa volonté. Donc on voit qu'il y a là une impasse pour l'instant et à ce stade, on ne voit pas trop comment les choses pourraient se dénouer. Sur les céréales, les autorités ukrainiennes ont convoqué l'ambassadeur de Turquie en Ukraine pour qu'il s'explique sur le fait que les autorités turques ont laissé repartir le bateau russe qui avait été arraisonné. Souvenez-vous, on en avait parlé mardi, un bateau russe suspecté de transporter des céréales ukrainiennes avait été arraisonné par les autorités turques à la demande de l'Ukraine. La Turquie a procédé manifestement à des investigations et considéré que le navire pouvait repartir, mais repartir en Russie, il n'a pas transité par le Bosphore, ce qui a évidemment provoqué une réaction négative de la part de l'Ukraine. Enfin, sur le Kazakhstan, la Russie a ordonné la fermeture temporaire du terminal pétrolier de Novorossiysk à travers lequel est chargé le pétrole kazakhstanais, en réaction aux propos du président Tokayev qui, lors de sa rencontre avec Charles Michel, le président du Conseil européen, a indiqué que le Kazakhstan était prêt à augmenter ses livraisons de pétrole vers l'Europe pour donner un coup de pouce aux Européens sur ce sujet-là. Évidemment, le Kremlin ne le voit pas de cet œil-là et a donc tout de suite réagi et suspendu temporairement donc l'exportation de pétrole kazakhstanais par ce pipeline-là. Voilà, Président, pour les nouvelles de cette fin de semaine. Merci Igor. On a juste une question on a deux questions sur le transit de pétrole depuis le Kazakhstan. On nous demande si la Russie ne risquait pas de se mettre à dos son voisin. Et on nous demande une analyse. Donc, la raison pour laquelle ils ont bloqué et quelles vont être les conséquences avec le Kazakhstan.
vrai que c'est une réaction très ferme, très rigide, sans compromis de la part de la Russie. Ce n'est pas la première fois. Il y a quelques semaines déjà eu une réaction un petit peu de la même manière, j'allais dire un peu un coup de semonce, lorsque les Russes ont affirmé trouver des munitions pas explosées de la Seconde Guerre mondiale au large de Novorossiysk, et donc devoir interrompre déjà le flux de pétrole kazakhstanais, le temps de déminer. Bon, évidemment, on avait des doutes sur l'origine de cette interruption, mais cela correspondait aussi à une séquence au cours de laquelle le Kazakhstan a voulu se distancer, c'était peu après le SPIF, hein, se distancer de la posture officielle de la Russie sur l'Ukraine, notamment sur la question de la reconnaissance des républiques du Donbass, puisque M. Tokayev, lors de la session plénière, avait dit qu'il était hors de question que le Kazakhstan reconnaisse, hein, je cite, ces quasi-États ou ces entités quasi-étatiques, j'ai oublié la formulation exacte. Et dès le lendemain, on a trouvé donc des bombes inexplosées au large de Novorossiysk, ce qui a déjà causé des perturbations. Donc c'était déjà un avertissement. Là, il y a une réitération. Effectivement, c'est une réaction très très ferme, mais il faut savoir que toute la région d'Asie centrale en ce moment est finalement traversée par des perturbations. Le Kazakhstan fin 2021, début 2022, puis il y a une aussi au Tadjikistan, et maintenant en Ouzbékistan depuis quelques jours de très très graves j'allais dire, événements dans la région. Donc finalement, il y a tout ce flanc centra-asiatique qui est évidemment toujours problématique pour la Russie, parce qu'elle doit, en tout cas, elle estime devoir réaffirmer en permanence, j'allais dire, sa prépondérance en tant qu'acteur sécuritaire régional. Mais en même temps, les pays de la région, évidemment, se sont distancés de Moscou dans cette crise ukrainienne, ne veulent pas se retrouver embarqués, et cherchent à diversifier leurs partenariats. Alors, il y a évidemment la Chine qui est à côté, qui est un peu encombrante, j'allais dire, économiquement, et il y a évidemment les Européens. Et donc, ça les place dans une posture qui est assez délicate, entre diversification, j'allais dire, nécessaire des partenariats pour sortir peut-être d'un face-à-face un peu trop pesant, soit avec les Chinois au plan économique, soit avec les Russes au plan sécuritaire, et évidemment la réaction de la Russie qui se fait immédiatement sentir dans le cas du Kazakhstan. Merci Igor. On nous dit Poutine a déclaré que l'Ouest soutient le séparatisme en Russie. Est-ce un sujet habituel pour le pouvoir russe? À quel séparatisme fait-il allusion? En tout cas, c'est ce qui ressort du documentaire sur France 2. Les quelques dizaines de minutes de l'entretien entre les présidents Macron et Poutine qui ont été filmés et diffusés reviennent à plusieurs reprises sur des joutes oratoires entre le président Macron qui à un moment dit assez vertement mais les séparatistes on s'en fout. Ce qui est important, c'est les propositions légales et concrètes qui sont faites, à quoi le président Poutine répond dans un tout autre esprit. Et il y a ensuite également un autre moment dont la presse a fait ses choux gras, où le président Macron reproche au président Poutine un manque de formation juridique en disant où est-ce que tu allais chercher ton juriste, parce que les séparatistes n'ont pas voix au chapitre globalement, qui est donc une position légaliste. Donc si l'on en croit il n'y a pas de raison de les mettre en doute, ces images. C'est effectivement un sujet qui est traité au plus haut niveau, et donc par capillarité, on peut considérer qu'il redescende aux échelons inférieurs. Et je pense que la question portait sur autre chose, en fait. Ouais. Il parlait du séparatisme, des séparatistes du Donbass. D'ailleurs, je doute que Poutine les qualifie publiquement de séparatistes. Je pense qu'il est question d'un soutien occidental aux séparatistes ou au séparatisme en Russie, à d'éventuels mouvements centrifuges au sein de la fédération. Mais je ne sais pas très bien à quoi il fait référence. Alors, au cours des années 90, il y a eu effectivement, surtout entre 91 et 94, puis entre 96 et 99, il a pu y avoir quelques soutiens, pas forcément occidentaux d'ailleurs, à la Tchétchénie séparatiste. Mais d'abord c'est lointain, ce n'est vraiment plus d'actualité. Il n'y a plus, en tout cas, je ne sais pas si quel sera l'avenir de la Tchétchénie dans 50 ans, mais ça peut rester un facteur de vulnérabilité
une autre configuration politique. Mais je ne vois pas aujourd'hui de tentative occidentale, de manœuvre occidentale visant à affaiblir l'intégrité territoriale de la Russie, que ce soit en Tchétchénie ou ailleurs. Et il y a très peu de vulnérabilité en réalité. Mais le fait que Vladimir Poutine en parle, c'est révélateur. C'est révélateur d'une conscience, oui, d'une forme de fragilité qui, a priori, est très limitée, encore une fois. Hein, mais les dirigeants russes estiment qu'il y a là peut-être un point faible que des acteurs étrangers malveillants, entre guillemets, pourraient chercher à activer. Aujourd'hui, je ne vois pas très bien, encore une fois, à quoi il fait référence. On nous dit qu'il y a un article sur le Financial Times, je ne sais pas si vous l'avez lu, discutant de l'explosion potentielle de la Russie en diverses entités. Certains think tanks européens rêvent de l'éclatement de la Fédération de Russie. Oui, bien sûr. Alors, mais là, on parle d'autre chose. On parle de divagation géopolitique de certains experts ou pseudo-experts. Ça, Igor et moi, malheureusement, on le constate, pas tous les jours, mais presque. Donc oui, qu'il y ait des prises de position, qu'il y ait des déclarations à l'emporte-pièce, mais généralement, ce ne sont pas des déclarations de gouvernement, ni de diplomates occidentaux ni orientaux. Là, on parle d'éditoriaux, on parle d'articles, donc ça, oui, ça existe. D'ailleurs, les derniers sujets régionaux qui ont donné du grain à moudre au Kremlin, avec des agitations sociales et des vrais facteurs de contestation, je pense notamment à Ekaterinbourg, à l'Extrême-Orient, ont toujours eu lieu sur la base de revendications sociales, et même pas politiques, mais de revendications de vie quotidienne. Et non pas sur des bases religieuses ou ethniques ou ethnico-religieuses. Ça n'a jamais été ça le centre du réacteur. On nous parle aussi un peu d'Ouzbékistan. On entend peu parler des récents événements au Karakapalstan. Une réaction du côté de Moscou. Non, mais c'est ce que j'évoquais sur la fin de ma petite brève analyse tout à l'heure sur le Kazakhstan, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a démarré là-bas il y a une dizaine de jours, si je ne me trompe pas, dans une province qui visiblement jouissait d'un certain statut, un statut spécial, on va dire, au sein de l'Ouzbékistan, qui était garanti par des articles de la constitution ouzbékistanaise. Bon. Le président d'Ouzbékistan s'est visiblement lancé dans une réforme constitutionnelle dans laquelle il aurait pour ambition de supprimer ce statut spécial pour cette région, ce qui a provoqué immédiatement des rassemblements, puis des violences, et maintenant, visiblement, une présence de l'armée, ou en tout cas de forces de l'ordre lourdement armées dans la région. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure, dans les médias russes, j'allais dire mainstream, grand public, la télé, etc., on en parle, mais en tout cas, je sais qu'à notre niveau, nous, c'est des choses qu'on voit passer tous les jours sur les réseaux sociaux, et effectivement, une situation assez préoccupante dans la région. Savoir que l'Ouzbékistan était sur une trajectoire quand même non seulement de normalisation, en tout cas de réchauffement des relations avec la Russie, mais même de montée en puissance de ces relations depuis quelques mois, à l'inverse du Kazakhstan, où jusqu'au début 2022, il y avait quand même un raidissement dans les relations, et finalement l'intervention militaire de la Russie au Kazakhstan sur la demande du Kazakhstan dans le cadre de l'OTSC pour stabiliser la situation est venue un petit peu calmer les choses entre les deux pays, mais on l'a bien vu encore au SPIF, il y a des non-dits et il y a des tensions sous-jacentes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas une bonne nouvelle ni pour l'Ouzbékistan, bien sûr, ni pour la Russie. Alors, ce qu'on entend à Moscou, dans la presse, dans les médias, et au Kremlin, c'est au fond une nouvelle preuve d'ingérence extérieure visant à déstabiliser au nom des révolutions de couleur. Enfin, voilà le narratif qu'on entend ici. Donc, ce qui serait passé à Noukous, là, s'inscrirait dans le prolongement de ce qu'on a vu ces dernières années dans la région. Non, ce n'est pas une bonne nouvelle, évidemment, pour l'Ouzbékistan, qui, depuis l'avènement de Mirziyoyev et la fin de l'ère Karimov, effectivement, était dans une séquence d'ouverture, de normalisation avec les Occidentaux et aussi avec la Russie. Et là, il y a... Alors, est-ce que c'est comparable avec ce qu'on avait vu en 2005 en Dijon, hein? On se souvient d'une répression féroce de la part du régime Karimov contre ce qui avait été présenté à l'époque comme des éléments islamistes, l'affaire Ghana. Je ne pense pas que l'ampleur soit la même.
déjà. On ne parle pas de centaines ni de milliers de morts, peut-être d'une vingtaine, je crois, une quinzaine. Mais c'est fâcheux et ça rappelle, comme le disait Igor, que ce flanc centra-asiatique, il est à la fois important pour la Russie, important pour les Occidentaux, important parfois pour des entreprises occidentales, important pour la Chine, dont je rappelle qu'une partie des approvisionnements gaziers et pétroliers transitent par le Kazakhstan ou l'Ouzbékistan en provenance du Turkménistan. Or, tout ça est très fragile. Il y a un autre pays qu'il faudra surveiller et auquel les Russes s'intéressent beaucoup depuis peu, c'est le Turkménistan, où a eu lieu une passation de pouvoir entre Berdimuhamedov, père et fils. Mais c'est peut-être ce pays qui est le plus fragile de tous en réalité. Alors, on nous a envoyé un lien Internet, mais on ne peut pas ouvrir les liens Internet, hein, donc ne nous en envoyez pas. On nous dit au SPIF, donc c'est le Forum international économique de Saint-Pétersbourg où nous étions, l'ambiance n'était pas très chaleureuse entre Vladimir Poutine et le président Tokayev. Je ne suis pas sûr, elle n'était pas si désagréable que ça. Mais on nous demande l'association Eurasie va-t-elle tenir? C'est une vraie question. Disons que le Kazakhstan, depuis 1991, sous Nazarbayev en tout cas, était une valeur sûre, si j'ose dire, en termes d'intégration régionale. Souvent, les organisations régionales, que ce soit en domaine économique ou politique, étaient non seulement soutenues, mais promues par le Kazakhstan. Donc, c'était une force d'impulsion, finalement. Est-ce que les choses sont en train de changer? Peut-être. En tout cas, la relation personnelle entre Poutine et Tokayev, évidemment, ne peut pas être comparée avec celle qui existe existait entre Poutine et Nazarbayev. Nazarbayev qui d'ailleurs se rend toujours à Moscou, hein, ce qui intrigue et à mon avis irrite un petit peu les dirigeants actuels. Il était à Moscou il y a une quinzaine de jours et il aurait rencontré le président russe. Donc il y a beaucoup de sujets en réalité. Il y a le sujet du pouvoir réel au Kazakhstan, d'une réaffectation des flux financiers, de la rente pétrolière, de certains clans vers d'autres. Il y a de vrais problèmes sociaux, d'immenses problèmes sociaux au Kazakhstan, qui pourtant est le moins mal loti des pays de la région, en tout cas statistiquement. Il y a eu, je pense, une grande peur en janvier de la part de Tokayev et des nouveaux dirigeants qui ont attribué les désordres à des terroristes étrangers sans que ça ne convainque personne. Il y a une sorte de bunt, hein, de révolte incontrôlable. Et je pense que cette peur est toujours là, en réalité. Et les dirigeants, je pense qu'il y a une crainte des dirigeants kazakhstanais actuels, à la fois vis-à-vis des anciennes élites qui gardent un pied dans la place, à l'égard d'une population qui a de fortes attentes en matière de redistribution de la rente pétrolière, et une crainte à l'égard de la Russie qu'elle ne peut pas suivre dans tous les domaines, notamment dans le dossier ukrainien, dont elle est dépendante, et on l'a vu en janvier. Donc l'exercice d'équilibrisme qui avait été conduit avec grand brio par Nazarbayev pendant près de 30 ans, il devient de plus en plus difficile en réalité. Juste, si tu permets, Président, pour un petit complément, juste pour dire que les deux crises précédentes qui ont donc affecté l'Asie centrale, que ce soit donc au Tadjikistan d'une part et puis le Kazakhstan, en tout cas à ce stade, ont permis à la Russie, dans un cas comme dans l'autre, de réaffirmer son rôle de gendarme sécuritaire dans ces deux crises-là. C'est-à-dire que sur le Tadjikistan, il y avait une crainte à l'égard de l'activité talibane, dont il est souvent question ici, et que la Russie cherchait finalement à calmer son partenaire à travers sous deux formes, dans un cadre OTSC d'abord, et puis ensuite dans un cadre bilatéral, puisque la Russie dispose de bases militaires au Tadjikistan. Et au Kazakhstan, comme je l'ai dit, elle a très bien géré cette crise dans le cadre OTSC et est venue finalement éteindre le feu. Mais on voit qu'effectivement, c'est pour ça que je dis à ce stade, il faut rester prudent, ce sont évidemment peut-être des crises qui sont pas terminées. Sur l'Ouzbékistan, le contexte est quand même différent, puisqu'il y a une opération spéciale engagée en Ukraine, comme chacun sait. La Russie est complètement accaparée par le front ukrainien, et évidemment, voir un incendie éclater comme ça en Asie centrale, en Ouzbékistan, comme le disait Arnaud, c'est fâcheux. Arnaud a le sens de la litote.
On nous demande justement ensuite, est-ce que tu viens de dire, Igor, on nous dit justement le président kazakh était bien content de l'aide de Poutine en janvier, alors pourquoi ne soutient-il pas plus Poutine, ou du moins pourquoi ne s'abstient-il pas de remarques et actions négatives par rapport à la Russie? Je lis la question. On en revient à la question de l'intégrité territoriale. Je pense que M. Tokayev connaît bien sa géographie. Il sait qu'il y a 3,5 millions de Russes qui vivent dans le nord du Kazakhstan, qu'il y a un processus qui est quand même... je pense que c'est un sujet quand même très, très sensible. Et par conséquent, il ne peut pas évidemment s'aligner sur le narratif déployé par la Russie. Il comprend bien qu'il ne peut pas non plus se mettre à dos le Kremlin, loin de là. Et donc, comment dirais-je, il essaye d'emprunter un chemin assez sinueux pour se démarquer, mais tout en essayant de préserver quand même. Alors, se démarquer en faisant des appels du pied aux Européens. Je parlais de ce qui s'est passé avec M. Charles Michel en début de semaine, mais tout en essayant de rester dans des cadres tout du moins sécuritaires qui lui permettent de pas non plus trop compromettre sa relation avec la Russie. Il faut voir qu'il essaie, quand je parlais de diversification tout à l'heure, donc j'ai parlé des Européens, mais il y a la Turquie aussi. Il y a des relations très très denses avec la Turquie, un partenariat stratégique qui a été complètement renouvelé avec les Turcs il y a quelques semaines, notamment dans le domaine de la coopération de défense et coopération militaire. Par conséquent, le Kazakhstan essaie vraiment de jeter des lignes un peu partout pour ne pas se retrouver coincé. Il est quelque part un peu enclavé. Alors, il y a l'accès à la mer Caspienne, mais quand même enclavé dans l'Asie centrale, au cœur de l'Asie centrale, avec l'immense voisin russe sur lequel, évidemment, il est toujours obligé de compter à mains égards. Et quid des relations entre les pays d'Asie centrale entre eux? Alors là, il faudrait la séance. C'est un vaste sujet, peut-être trop vaste. Ouais. Disons que il y a un peu de ça, mais disons que historiquement, sous Karimov, l'Ouzbékistan était fermé, avait ses frontières fermées avec ses voisins. Donc c'était une sorte de verrou régional plutôt problématique. Il était plus facile à l'époque de passer d'aller à Moscou que d'aller dans un pays voisin. Tout ça a changé ces dernières années. Est-ce que tout est réglé pour autant? Non, il y a toujours des différends frontaliers entre Kirghizes, Tadjiks, Ouzbeks. Ce sont des problèmes très locaux, très localisés, mais qui ne sont toujours pas tranchés, et ça date depuis les années 30 et le découpage des frontières sous Staline. Donc il y a des éléments positifs. Je pense que l'avènement de Mirziyoyev a ouvert une nouvelle phase en Ouzbékistan. Le départ de Berdimuhamedov Mohamedov père ne peut pas être considéré, je pense, comme une mauvaise nouvelle. Le Kazakhstan, qui ne posait aucun problème à qui que ce soit, devient un problème en réalité, en tout cas est source d'incertitude. Et puis il y a toujours cette question afghane, chère à Pavel, et qui irradie malgré tout le Tadjikistan à minima. Puis nous sommes allés en délégation avec la Chambre à Ashgabat il y a quelques années, et certains commentateurs appellent le Turkménistan la Suisse de l'Asie centrale, et à mon sens, ils exagèrent. Il y a moins de neige. C'est ça, il y a moins de neige. Peut-on lire dans les sujets sensibles actuels une multiplication des fronts gérés par la Russie, ouest en Ukraine, sud en Asie centrale, orientale, dans la tentative de déstabilisation du Japon? Alors, la Russie a toujours eu beaucoup de problèmes. Parce que c'est aussi c'est l'avantage d'être un grand pays. C'est ça, c'est un peu la géographie qui veut ça. Elle en crée elle-même un certain nombre. Pour elle-même d'abord, pour ses voisins parfois. Tentative de déstabilisation du Japon, non, je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Il y a eu une tragédie qui s'est produite, mais ce n'est pas une tentative de coup d'État, et ça n'a rien à voir avec la Russie, accessoirement. Alors, quelle était la question? Oui, et puis on peut en citer d'autres. On a parlé de Kaliningrad, peut-être il y a eu la Biélorussie il n'y a pas si longtemps. Mais voilà, pour paraphraser Obama, Obama considérait plutôt que la Russie était une puissance régionale. Je pense que c'est très contestable, mais en tout cas, la région où se déploie la Russie, elle va de Kaliningrad jusqu'au Japon, justement. Et aux États-Unis. Voilà, du Moyen-Orient jusqu'à l'Arctique. Donc, évidemment, je dirais que la démesure russe, ou plutôt l'étendue des problèmes, est à la mesure de la démesure russe. On oublie toujours que
on s'est moqué de la gouverneure de l'Alaska, qui s'appelle Sarah Palin. Sarah Palin, qui disait « Je vois de mes fenêtres la Russie » et tout le monde a rigolé. Mais elle a entièrement raison. Il y a une frontière commune entre l'Alaska et la Russie et leurs îles sont à 2 kilomètres l'une de l'autre. Donc, non seulement elle les voit, mais ils peuvent presque se toucher. Donc, oui, c'est très grand là aussi. Sur un sujet, alors justement sur Shinzo Abe, conséquences pour la Russie de la mort tragique de Shinzo Abe. Est-ce que cela change quelque chose ou bien le départ d'Abe du pouvoir il y a 2 ans avait déjà accéléré le front entre Russie et Japon? Non, ça ne change rien au sens où M. Abe n'était plus aux affaires. En revanche, alors, Vladimir Poutine a adressé un télégramme que j'ai trouvé enfin, pas chaleureux, mais ça allait au-delà du protocole, à mon avis. Un télégramme de condoléances adressé à la veuve et à la mère de Shinzo Abe, ce qui rappelle qu'il y a eu une relation spéciale entre Poutine et Abe. Abe, qui, il faut le rappeler, était le Premier ministre qui a passé le plus de temps au pouvoir depuis, je crois, l'après-guerre. Hein. D'abord, il a été en poste à 2 reprises, ce qui n'était jamais arrivé avant lui. Et la dernière fois, c'était pour 8 ans, je crois. Alors que généralement, les premiers ministres japonais ont une espérance de vie, passez-moi ce mauvais jeu de mots, en tout cas en fonction, comparable à celle des premiers ministres italiens ou britanniques, ou en France, sous la 4e République. Quelques mois, 1 an, 2 ans, mais jamais 5 ans, jamais 10 ans. Shinzo Abe a passé 8 ans au pouvoir et il a essayé de nouer un dialogue privilégié avec Vladimir Poutine afin de régler le différend frontalier et d'essayer de récupérer toute ou partie des 4 îles Kouriles qui sont l'objet de ce différend frontalier depuis 1945. C'est une grande déception. C'était une grande déception pour Shinzo Abe et pour le Japon. Déception de constater que ça n'avait pas abouti. Alors, il y a eu un débat en Russie en 2015-2016 sur est-ce qu'il ne fallait pas finalement faire un geste, revenir à la position de 1956. 1956, l'URSS et le Japon ont failli se mettre d'accord sur la moitié des îles restant à l'URSS et l'autre moitié au Japon. Finalement, c'est une ligne dure qu'il a emportée en Russie. Ça a jeté un froid dans les relations bilatérales. Et aujourd'hui, après Abe, les relations sont revenues à ce qu'elles étaient avant, c'est-à-dire un alignement finalement stratégique du Japon sur les États-Unis, dans un contexte régional d'affrontement avec la Chine. Et donc la carte russe n'est plus envisagée sérieusement par les autorités actuelles à Tokyo. Je pense que c'est une occasion manquée en réalité pour la Russie elle-même. En tout cas, les Japonais, Shinzo Abe, ont cru que les Russes étaient prêts à faire preuve de la même souplesse dont ils avaient fait preuve avec la Chine au début des années 2000. Je rappelle que à l'époque, la Russie et Vladimir Poutine avaient accepté un compromis territorial et avaient accepté de rétrocéder quelques parcelles de territoire russe à la Chine. Mais ce qui vaut pour la Chine, manifestement, ne vaut pas pour le Japon. Et aujourd'hui, ce sera impossible, puisque tout changement territorial est interdit désormais par la Constitution russe. Juste peut-être pour compléter le tableau proposé par Arnaud, il faut voir qu'au Japon, depuis les années 30, il y a environ une demi-douzaine de politiciens de premier plan qui ont été assassinés. Malheureusement, c'est visiblement une tradition dans l'histoire de ce pays. C'est un Premier ministre en 1921 qui est assassiné, un Premier ministre en 1932 qui est assassiné, un ministre des Finances dans les années 60 qui est assassiné, le maire de Nagasaki en 2007 qui est assassiné. Donc malheureusement, ils ont voilà, dans leur histoire des épisodes comme ça tragiques. Celui de Shinzo Abe vient s'ajouter à cette liste sordide. Ça ne va pas changer grand-chose. Bon, je ne pense pas déjà que M. Abe pouvait revenir au pouvoir. Je ne pense pas qu'à la manière d'un Netanyahou, il était sur une trajectoire de revenir aux affaires, d'une part. Et d'autre part, après l'opération spéciale, et avec le nouveau cabinet japonais, on revient au niveau de relation qui était celui avant l'arrivée de Abe, finalement, enfin un grand bond de 10 ans en arrière. À la fois dans j'allais dire, le narratif qui est déployé de part et d'autre, hein, mais également quand on commence à regarder les documents stratégiques côté japonais qui sont produits, on voit que désormais la posture à l'égard de la Russie, et plus précisément la question des Kouriles,
est redevenu très, très glacial. Et juste pour terminer, la dureté, la position très, très dure de Tokyo sur la question de l'Ukraine et de l'opération spéciale est avant tout liée à la Chine. Et l'idée pour le Japon, c'est d'envoyer un signal très ferme, sans équivoque aux Chinois pour leur expliquer ce qui pourrait se passer dans le cas d'une opération spéciale chinoise sur Taïwan, par exemple, ou sur d'autres îles contestées dans la région. C'est vraiment la priorité, me semble-t-il, pour la diplomatie japonaise. Et pour rajouter une phrase à ce qui vient d'être dit, hein, outre le dossier Sakhalin dont on a parlé ces derniers jours, il y a eu des manœuvres conjointes, des manœuvres aériennes sino-russes, avec le déploiement de bombardiers stratégiques russes qui ont contourné le Japon. Enfin, tout ça, effectivement, nous ramène très très loin en arrière dans la relation bilatérale. On a encore pas mal de questions, alors essayer d'y répondre rapidement. Les affirmations russes de visée de la Pologne sur l'ouest de l'Ukraine sont-elles fondées? C'est une question de notre ami Philippe, que vous connaissez bien. Philippe Pégorier. Bon. Oui, Edouard Philippe peut-être, d'ailleurs. Non, Philippe Pégorier. C'est le même gabarit. Non, il y a un discours russe, effectivement, voilà, qui fait référence à l'histoire ancienne d'ailleurs. Alors l'histoire polonaise en Ukraine, parfois l'histoire polonaise en Russie, 1612, donc il y a une réactivation d'une vieille mémoire historique anti-polonaise. Et les Polonais ont une histoire, et pour paraphraser un autre homme politique français, ont un passif en Ukraine historique. Mais aujourd'hui, ça semble peu crédible. Ceci dit, bon, encore une fois, on ne parle pas d'annexion, mais on parle d'une très grande interaction. Igor y avait fait référence il y a quelques semaines, une possible disparition de la frontière ou un effacement de la frontière polono-ukrainienne. Donc les Russes cherchent à réactiver ça. Je ne suis pas sûr que la Pologne d'aujourd'hui fasse peur aux Ukrainiens. Je crois que ce n'est pas le sujet. Et je ne suis pas sûr que la Pologne ait très envie, encore une fois, d'étendre son territoire. Sa sphère d'influence, peut-être, mais une annexion en bonne et due forme, je n'y crois pas beaucoup. Notre ami Gérard, que nous connaissons bien aussi, un commentaire discutable de ma part. J'ai l'impression que Zelensky, à force de vouloir imposer des exigences aux différents gouvernements occidentaux, risque de provoquer une réaction russe pouvant augmenter les moyens militaires, voire nucléaires, et donc une guerre plus globale. Non, je ne crois pas. Enfin, je ne crois pas que les commentaires ou les demandes de Zelensky soient de nature à provoquer, enfin, à changer la nature de l'engagement militaire russe. Non, par contre, que ce soit certaines remarques de Zelensky ou, par exemple, certaines sorties contestables, pour le coup, de son ambassadeur à Berlin, M. Melnik, peuvent susciter une forme d'irritation, non pas en Russie, mais en Occident, où certains pourraient considérer que l'Ukraine en demande beaucoup, finalement. Beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, et de faire la guerre pour elle, voire même de risquer le feu nucléaire avec la Russie pour défendre son territoire. Je pense que c'est plutôt ça le risque politique. C'est un risque de fatigue, hein, de fatigue de l'Ukraine, entre guillemets, une forme d'indifférence médiatique. On sait comment fonctionne le système médiatique en Occident, hein, surtout depuis Internet et les chaînes d'information permanentes. Il faut un renouvellement des sujets. Je pense que c'est plutôt ça le risque, d'irriter les Occidentaux par des demandes qui vont au-delà du raisonnable ou qui seront perçues comme allant au-delà du raisonnable par les Occidentaux, plus qu'en Russie. Autre question, si la Lituanie campe sur ses positions, quels moyens l'Union européenne a pour faire pression sur la Lituanie? À vrai dire, c'est une bonne question, parce qu'ils avaient trouvé manifestement, ils avaient été arrivés par la voie du multilatéralisme, etc., à trouver un mécanisme qui semblait mettre une grande partie des 27 d'accord. Les Lituaniens semblaient être en minorité. On n'a plus trop entendu parler de ce sujet pendant quelques jours. Et puis, il y a eu depuis cette réactivation avec la Lituanie, donc qui campe sur ses positions. Donc, à vrai dire, à part des consultations en interne entre eux pour essayer de trouver une voie de sortie, la question c'est finalement,
Qu'est-ce qui ferait plier les Lituaniens, entre guillemets? Qu'est-ce que pourrait mettre l'Union européenne dans la balance en contrepartie pour que les Lituaniens lâchent sur ce dossier, puisque ça concerne quand même leur territoire directement, un transit à travers leur territoire. Je rappelle qu'il y a un accord qui remonte à 2002, si je ne me trompe pas, entre l'Union européenne et la Russie à ce sujet de la Lituanie, d'ailleurs, qui avait permis de débloquer toute cette question et de permettre la rentrée dans l'Union européenne ensuite des pays baltes. Enfin, c'est tout un processus, en fait, hein. À vrai dire, je ne sais pas trop. Moi, je pense qu'ils vont continuer, il y aura des consultations, probablement des contreparties, mais ça se joue avant tout entre les Européens, hein, cette histoire. Une minute. Dernière question, est-ce que la démission de Boris Johnson pourrait permettre de relâcher les tensions avec l'Angleterre? Non. C'est très douteux, parce que quand on regarde l'histoire longue, en tout cas depuis le début du 19e siècle, entre la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni et la Russie, que ce soit son incarnation impériale soviétique ou post-soviétique, il y a des constantes qui sont absolument frappantes. Et l'une de ces constantes, c'est une politique britannique toujours très offensive de containment en s'appuyant sur les marches occidentales de l'Empire russe, encore une fois, quelle que soit son incarnation. Donc, je ne crois pas que ça va changer grand-chose. Alors, évidemment, ça sera peut-être moins spectaculaire. Il y avait une forme de personnalisation de la relation entre Zelensky et Johnson. Alors, peut-être ce qui peut changer, c'est la nature de la relation entre Londres et Bruxelles, les capitales européennes. Quelque chose de moins antagoniste, mais avec la Russie, je pense que la substance ne changera pas. Je suis désolé parce qu'on a plusieurs autres questions, mais là, on n'a pas le temps d'y répondre